Dans cette vidéo, on va voir comment localiser et scraper n'importe quelle donnée avec Octoparse. Alors Octoparse, c'est pas la première vidéo qui parle du sujet, mais pour être honnête, j'adore cet outil. J'adore cet outil parce que je trouve qu'il a au moins deux points forts par rapport à tous les autres outils de web scrapping que j'ai déjà essayé. C'est que il est assez accessible pour un débutant. Globalement, on peut très bien s'en sortir, mais que de l'autre côté, il y a des spécificités un peu plus avancées. Et dans certains cas, dans 80% des cas, on n'en aura pas besoin. On peut s'en sortir en utilisant les bases d'Octoparse. Mais dans 20% des cas, eh bien, ça peut être utile. À dire, j'irai même plus loin. Si jamais vous avez déjà utilisé Octoparse et que vous avez déjà eu un problème dans votre scrap, dans votre workflow, eh bien, il y a fort à parier que vous pouvez régler le problème en utilisant ce qu'on appelle un XPath. Le XPath, c'est le pilier d'Octoparse. Ça permet, grosso modo, de tout faire. Vous pouvez, avec le XPath, régler les problèmes de pagination, régler les problèmes d'extraction, gérer des cellules manquantes ou alors supprimer des doublons. Ou alors, enfin, vous pouvez aussi extraire des données qui paraissaient inaccessibles à première vue. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez vous sortir d'à peu près n'importe quelle situation sur Octoparse et surtout comment le XPath peut vous aider à passer au niveau supérieur en web scrapping. Bon, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on va utiliser Octoparse. D'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement l'outil, le lien est en description. On est parti! Le XML à la base, c'est un langage. D'ailleurs, si jamais on reprend la définition même d'un XPath, c'est le diminutif de XML Path Language. Mais la définition en tant que telle, on s'en branle un peu. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir à quoi le XPath va bien nous servir. Et voici son utilité. Le XPath, ça permet de localiser n'importe quelle donnée sur une page web. Et pour comprendre le XPath, il faut également comprendre un autre langage, le langage HTML. Parce que effectivement, le XPath et le HTML, ce sont deux langages indissociablement liés. Putain, c'est dur à dire ça là, indissociablement. Ils sont indissociablement liés. Donc le HTML, c'est un langage qui permet de mettre en forme des pages web. D'ailleurs, la vidéo que vous êtes en train même de regarder, elle est elle aussi constituée d'éléments HTML. Vous pouvez vous en assurer très rapidement. Par exemple, on va prendre un site web quelconque, là j'ai pris Amazon, il me suffit de faire un clic droit et de cliquer sur Inspecter, et on voit ici dans les éléments, on a l'ensemble du code HTML. Alors oui, ça a l'air un petit peu intimidant à première vue, mais vous inquiétez pas, on va s'y faire assez vite. Alors il y a un truc de marrant dans le langage HTML, c'est que ça ressemble un petit peu à une sorte d'arbre généalogique. Alors là vous allez me dire, putain t'es un peu forcé François aujourd'hui là. En quoi est-ce que ça ressemble à un arbre généalogique? Bon, tu visualises le truc, globalement t'as les deux darons, ils vont faire des enfants, ces enfants vont se marier et ils vont faire d'autres enfants. En fait ça ressemble à une sorte d'arbre inversé. T'as d'abord le tronc et à chaque fois que t'as une autre petite branche, ça s'éparpille et ça s'élargit. Eh bien, on utilise exactement le même langage lorsqu'on parle de code HTML. À vrai dire, on utilise trois éléments principaux, à savoir le parent, le parent, le child, l'enfant, et le sibling, à savoir les frères et sœurs. Mais concrètement, à quoi ça correspond tout ça? Alors pour vous montrer un peu à quoi correspond chacun de ces termes, on va analyser le code HTML de cette page. Alors, bien évidemment, pas tout le code, simplement certaines parties, et on va commencer simplement. Par exemple, vous voyez là, on a 4 éléments HTML qui commencent par span data component type et 3 div class. Eh bien, on voit que le span data et le div class, eh bien, ils ne sont pas sur la même ligne. Pas exactement, celui-ci est un petit peu avant. Dans ce cas, ça veut dire que l'élément span data est le parent des 3 éléments div class. De la même chose, de la même manière, comme dans la vraie vie, les 3 éléments div class sont donc les child de l'élément span data. Et enfin, les div class, on voit qu'ils sont exactement sur la même ligne. Dans ce cas, on les appelle les siblings.
Alors vraiment, si ce n'est toujours pas clair, pensez un peu à la façon dont vous mettez des dossiers sur votre ordinateur. Ça va tout de suite être plus parlant. Par exemple, comment est-ce que je fais pour accéder au dossier qui s'appelle dossier intermédiaire? Tout simplement, je vais aller d'abord sur Toshiba, qui constitue le parent. Après, je vais checker et je vais aller dans Thesis Semester. Ça, c'est le child. Après, on a Interview, liste de contacts, mémoire et ce qui correspond donc aux siblings. Après, dans l'onglet mémoire, on a un child dossier finaux. Et enfin, on a dossier intermédiaire. Alors maintenant qu'on connaît les termes, il serait intéressant d'apprendre la composition d'une ligne HTML. Pour ça, on va faire de façon pragmatique. J'ai envie de connaître le code HTML du titre d'un des articles d'Amazon. Je clique dessus et on voit que le code HTML, il est juste là. Pour faire ça, je vais simplement faire un copier et je vais mettre copier l'élément. Je vais le mettre sur un fichier Word, comme ça on va pouvoir l'analyser tranquillement. Alors voici, je copie, j'ai un peu zoomé quand même, histoire qu'on voit bien. Et voici ce que ça donne. Ça, c'est un élément HTML. Et comme chaque élément HTML, ça commence et ça se termine par des balises, ce qu'on appelle en anglais un tag. D'ailleurs, la balise en question, c'est juste span, qui est juste ici au début et qui est juste ici à la fin. Donc ça, c'est la balise, autrement appelée le tag. Bon, je vais l'appeler le tag comme ça, histoire qu'on ait un truc un peu uniforme. Après le tag vient un deuxième élément qui est l'attribut. L'attribut, c'est toujours le nom d'élément égal avec des parenthèses et vous avez la valeur. Donc on regarde est-ce qu'on a un truc similaire dans cette ligne et justement il est ici. Là on a classe, donc ça c'est le nom de l'élément et on a la valeur qui est entre guillemets. Donc l'ensemble c'est ce qu'on appelle l'attribut. Je vais le mettre dans une autre couleur. Enfin, il ne reste qu'une seule chose, et elle est assez visible, c'est histoire de guerre. Alors, histoire de guerre, je pense que vous l'avez remarqué, c'est le seul élément qui est visible en tant que tel sur le site web. Là, on a bien le mot histoire de guerre. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le contenu. Le contenu de texte, c'est la seule partie visible sur le site web. On l'avait dit, mais on avait besoin de connaître un minimum du langage HTML parce qu'après, on va devoir réécrire le XPath à partir de l'élément HTML. Donc finalement, on va maintenant s'attarder un peu plus sur le XPath. Généralement, pour écrire un XPath, il va falloir mettre une succession de barres en diagonale. On va prendre un exemple, comme ça ce sera tout de suite plus parlant. Supposons que en écrivant XPath, je veux avoir accès au dossier qui s'appelle dossier intermédiaire. Dans ce cas, mon XPath ressemblera à ça. D'abord, je vais aller à Toshiba, puis je vais aller à Thesis Semester, après dans Mémoire, après dans Dossiers finaux, et enfin, j'irai accéder au dossier qui s'appelle dossier intermédiaire. Donc, le XPath final, ça donnerait quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'on appelle un XPath absolu. Grosso modo, avec la barre en diagonale, on a fait qu'on a exactement précisé chacune des étapes. Donc dans un sens, c'est pas trop mal parce que en précisant tout, on est sûr de ne rien oublier. Mais je déconseille fortement d'utiliser le XPath absolu. Parce que de 1, c'est fastidieux, c'est chiant. Et pour peu que le XPath soit long, on va avoir des trucs absolument interminables. Donc finalement, on va oublier le XPath absolu. Et pour compenser, on va écrire ce qu'on appelle un XPath court. Le XPath court, c'est simplement l'idée de remplacer la barre en diagonale qu'on avait par 2 barres en diagonale. Dans ce cas de figure, avec les 2 barres en diagonale, on va oublier toutes les étapes intermédiaires et on va ne garder que le dernier sous-dossier. Allez, pareil, on va reprendre un exemple comme ça sera tout de suite plus parlant. Le XPath qu'on a créé, qui était le XPath absolu, si jamais on le transforme, ça donnerait seulement 2 barres dossier intermédiaire. C'est tout. Donc c'est pour ça que pour la suite, on va privilégier l'écriture d'un XPath court, parce que tout simplement, c'est beaucoup plus pratique. On a donc vu qu'il y avait le XPath absolu et le XPath court, mais il en reste encore 2 autres à connaître. Alors vous savez, le XPath a 2 super pouvoirs. On a dit que ça permettait de localiser un élément précis sur une page web. C'est vrai.
Mais dans d'autres cas de figure, on peut aussi localiser plusieurs éléments similaires sur une page web avec un seul XPath. Dans le cas de figure où vous voulez ne sélectionner qu'un seul élément, dans ce cas, on va écrire ce qu'on appelle un matching XPath. Mais dans le cas où on veut sélectionner plusieurs données, on va écrire un relative XPath. Alors juste un mot sur le matching XPath, il est très simple à trouver, on n'a même pas besoin de l'écrire. Pour l'occasion, je vais utiliser une extension Google Chrome qui s'appelle XPath Helper. Ça va être super utile pour ce qu'on va faire. Par exemple, supposons que j'ai envie de localiser le titre de cet article d'Amazon. Dans ce cas, je vais copier un matching XPath. Je fais un clic droit inspecter. Je sélectionne le titre et voici le code HTML. Pour avoir le XPath, je fais clic droit, copie et copie XPath. Après, je le colle pour vérifier qu'il fonctionne bel et bien. Et on voit, les résultats sont juste ici. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, le matching XPath, il est très facile à trouver. Par contre, tout l'enjeu de cette vidéo, c'est de pouvoir écrire des relative XPath. Des XPath qui vont nous permettre de localiser des centaines d'éléments à la fois. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour écrire un XPath? Cette partie, malheureusement, elle ne pourra pas être exhaustive. D'ailleurs, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il doit exister sans doute une bonne dizaine de moyens différents d'écrire un XPath. Et très honnêtement, on n'a pas besoin de les apprendre. Je vais donc vous montrer deux moyens, les deux moyens que j'utilise le plus souvent pour écrire un XPath. D'ailleurs, tous les moyens sont bons, parce que si tous les chemins mènent à Rome, eh bien vous inquiétez pas, tous les chemins mènent au XPath. La première structure qui va nous permettre d'écrire un XPath, c'est celle-ci. On va écrire un XPath court, du coup on va mettre les deux barres en diagonale, on va mettre le nom du tag et @attribut. C'est tout. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut penser. Donc pour écrire un relative XPath, souvenez-vous, l'objectif ça peut être par exemple de sélectionner l'ensemble des titres sur une page Amazon. Pour ça, rien de plus simple, on va faire un inspecter et je vais sélectionner le titre en question. Voici, je fais un clic droit copie et on va copier l'élément. Donc là, je vais le remettre. Hop. Donc ça, c'est le code HTML et ça, c'est le XPath que l'on veut avoir. Tout simplement, on va localiser ce qui constitue le nom du tag. Parce que d'abord, on commence par ça. Le tag, il est juste ici. Le tag, c'est span. Donc je vais mettre //span et après @attribut. L'attribut, si vous vous souvenez bien, c'est juste ça. C'est classe égale tac 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 qu'il y a entre parenthèses et on ferme les guillemets. Donc je vais simplement faire un copier et je vais le mettre à la place de attribut. Et voilà, donc ça c'est l'attribut, on va le mettre dans une autre couleur. Et voilà le XPath. Là vous avez un relative XPath qui normalement, si jamais vous l'avez mis sur Octoparse, vous permettrait de sélectionner tous les éléments qu'il y a sur une page d'Amazon. D'ailleurs, on va faire le test très rapidement. On va faire un copier et avec l'extension XPath Helper, je vais coller et voilà. Vous voyez que là, on a 60 résultats. Les 60 résultats, ils ont été surlignés en jaune et ils correspondent aux 60 titres qu'il y a sur une page d'Amazon. Allez, on va reprendre un deuxième exemple, un tout petit peu plus compliqué cette fois-ci. Vous allez voir pourquoi d'ailleurs. On va écrire un XPath qui va nous permettre de sélectionner l'ensemble des prix. Donc, comme on a fait précédemment, on clique, on sélectionne un prix quelconque. Voilà le code HTML. Je fais copy element et je vais le mettre juste en dessous. Là, pareil. C'est quoi le nom du tag? Eh bien, le nom du tag, c'est span, juste ici. Donc, je vais mettre span. Et l'attribut, c'est classe avec ce qui se trouve entre les guillemets, donc a price wall. On met, tac, et voilà ce que ça donne. Là, normalement, si je vérifie, on va vérifier, on devrait avoir l'ensemble des prix sur la page. Je clique et on voit qu'il y a un problème. Souvenez-vous, on a seulement 60 titres, 60 articles sur une page Amazon. Sauf que là, on a 63 résultats.
Et on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 données qui sont un petit peu bizarres. En fait, effectivement, elles sont un peu bizarres. Parce que si jamais on scrolle jusqu'en bas, on voit qu'avec ce XPath, on voit qu'on a aussi les données qui se trouvent en dessous des résultats. Donc là, normalement, c'est tous les résultats par rapport à notre recherche. Et là, on a un peu les recherches sponsorisées. Et malheureusement, avec ce XPath, on a aussi sélectionné les recherches qui ont été sponsorisées. C'est pas ce qu'on veut. Alors l'idée, ce serait qu'on réécrive un XPath, mais cette fois-ci qui exclut les données dont on n'a pas besoin, à savoir celles-ci. Alors peut-être que vous avez une idée, mais à votre avis, comment est-ce qu'on ferait ce genre de choses? Alors moi, je vais vous dire comment. Grosso modo, vous avez votre page Amazon. L'idée, ce serait de trouver le XPath qui correspond à toute la partie supérieure, donc pas les produits sponsorisés. Et à partir de là, on va superposer ce premier XPath avec le XPath qui permet de trouver seulement les prix. Et cette fois-ci, normalement, on devrait avoir seulement les prix qui correspondent aux résultats. Alors peut-être c'est pas très clair, vous allez voir, on va faire ça ensemble. Alors tout d'abord, je vais trouver le XPath qui correspond à tout ce qui se situe au-delà de la pagination. Je fais un clic droit, je fais inspecter et lorsque je vais sélectionner tout ce que je veux, alors hop, on va faire ça, on va remonter un petit peu. IV Search. Voilà, donc ça, on a trouvé div ID Search. Je vais faire un copier l'élément. On va écrire ce XPath. Hop, voilà. Alors, vous voyez que on a 3 pages, on a beaucoup de pages de XPath, mais ce n'est pas très grave parce que tout simplement, on a besoin que de prendre la première partie pour pouvoir écrire notre XPath. Donc, je vais un petit peu zoomer. Souvenez-vous, ça commence par le tag. Normalement, le tag, c'est div. Et le nom de l'attribut, c'est id est égal search. Donc, je teste. Je remplace ça par ça. Et là, normalement, si jamais on vérifie, c'est le XPath qui correspond à la partie supérieure du site internet. On vérifie et on voit que c'est subtil. Mais là, il y a un rectangle jaune juste sur les côtés qui prouve que ça a bel et bien été fait. Maintenant, souvenez-vous du XPath qu'on a trouvé, c'était celui-ci. Je vais simplement le mettre en superposition. Je ne sais pas si ça se dit. Superposition. Donc, on a ça. Je vais mettre 2 slash et je vais mettre la chose à la suite. Hop, je mets ça et regardez ce qu'on a. Cette fois-ci, on a non plus 63 prix, on en a 57. Du coup, on a exclu les données qui ne nous intéressaient pas. Voilà, c'était juste un deuxième exemple un tout petit peu plus complexe pour vous montrer que finalement, on peut s'adapter assez facilement. La deuxième structure de XPath, c'est celle-ci. On commence pareil, par les 2 barres en diagonale. On met le nom du tag, contains, text, et on met le contenu du texte. Vous allez voir, c'est exactement le même principe, sauf que dans certains cas, tout simplement, on pourra privilégier l'un au lieu de l'autre. Par exemple, cette structure, c'est particulièrement utile si on a des problèmes avec la pagination. D'ailleurs, voici ce que j'ai envie de trouver. J'ai envie de trouver le XPath qui va me permettre de localiser le bouton suivant. Alors pour ça, on fait un inspecter. On va scroller jusqu'en bas et on va sélectionner le bouton suivant. Hop, je l'ai mal sélectionné. Voici. Normalement, c'est celui-ci. Lit. On fait un copier element, on le met en dessous, et voici. Grosso modo, il y a 2 façons d'écrire le XPath. Soit on fait comme on a fait précédemment, c'est-à-dire on commence par 2 barres, on met le nom du tag, ici le nom du tag c'est lit, et l'attribut c'est classe avec, entre les guillemets, à last. Donc je fais un copier. Hop, on aurait pu faire ça, on met un arrobase, on met l'attribut et on ferme. Donc ça, c'est la première façon d'écrire notre XPath. La deuxième façon, c'est avec le tag content text et le contenu du texte. Donc là, pareil, le tag, c'est lit, on va mettre contains text et on va mettre le contenu du texte. Alors le contenu du texte, il est juste ici, c'est le bouton suivant. Alors, je mets suivant, voici.
Et alors, les guillemets, ils sont un peu piégeux. Je préfère les copier-coller parce que parfois, c'est mal reproduit. On va fermer la parenthèse. Et voilà. Et ça, c'est le deuxième type de XPath que vous pouvez rencontrer. On va simplement vérifier, histoire d'être sûr qu'on n'a pas fait de conneries. On va faire un XPath helper, on colle et on voit que ce n'est pas exactement ça. Et là, on voit que j'ai fait une erreur, que je me suis planté parce qu'il n'y a pas de résultat. Et effectivement, j'ai trouvé mon erreur, c'est que le nom du tag, ce n'est pas LI, mais c'est juste A. Et là, on voit qu'on a un résultat. En fait, tout simplement, j'ai mal lu le code HTML parce que le nom du tag, il est aussi ici. Hein, souvenez-vous, on a différentes bordures, différents tags. Donc là, il y avait li, mais il y avait aussi a. Et aussi, il y a un span, juste ici et ici. Et on voit que le mot suivant, eh bien, il est entre cette phase. Donc il est entre l'élément qui a pour bordure le A. Dans cette partie, on va voir comment utiliser un XPath pour scraper une page où il n'y a pas de bouton suivant. Et si jamais vous avez déjà utilisé Octoparse, vous savez à quel point c'est problématique. Pourquoi? Eh bien, voici l'exemple. Vous allez comprendre. On voit qu'on a 259 pages de contenu. Waouh, c'est bien. Par contre, on n'a pas le bouton suivant habituel qui va nous permettre de passer à une page à une autre. Et c'est ça le problème. La seule façon de se débrouiller dans ce cas de figure, ce serait de dire à Octoparse, ok, si je suis sur la page 1, tu vas cliquer sur le bouton 2. Par contre, si jamais tu es déjà sur la page 3 ou la page 4, tu vas cliquer directement sur le bouton 4 ou 5. Vous allez voir, c'est un poil technique, mais grosso modo, une fois qu'on a pris l'habitude, ça va très vite. Pour faire ça, on va devoir écrire un XPath qui va permettre de résoudre la pagination. Et la structure du XPath, elle ressemblera à ça. On va copier-coller le XPath de la page sélectionnée, c'est-à-dire la page sur laquelle on y est déjà, et on va mettre un slash following sibling, le nom du tag avec le chiffre 1. Pourquoi following sibling? Eh bien, c'est assez simple à comprendre en réalité, et pour ça, on va jeter un petit coup d'œil au langage HTML qui compose la page. Alors voici, je vais sélectionner le bouton 1, voilà. Voici la spécificité. On a le bouton 1, ok. Par contre, si on descend, on voit qu'on arrive sur le bouton 2. Si jamais on descend encore, on arrive sur le bouton 3. Et là, sur le bouton 4, etc., etc. En fait, toutes les pages se suivent sur le code HTML. Du coup, ils sont appelés les siblings. Ils sont frères et sœurs en quelque sorte. Et grâce à cette petite ligne en plus, à savoir following sibling plus le 1, eh bien on va sélectionner le sibling d'après. Vous inquiétez pas si ce n'est pas encore très clair, on va voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors du coup, on va créer notre XPath. Pour ça, tout simplement, je vais sélectionner le XPath de la page 1 et je vais faire un copy XPath. Alors sachez juste une chose, là je fais un copier, je copie-colle le XPath, mais dans certains cas de figure, vous devrez l'écrire par vous-même. Alors ça dépend vraiment de la structure de votre page, je ne peux pas dire pour vous malheureusement. Du coup, si vous avez toujours un problème, vous pouvez me mettre un commentaire. On va du coup copier le XPath et on va le coller. Voici. Tout simplement, on va mettre un copier-coller de following siblings avec le tag et il ne reste plus qu'à trouver le nom du tag en question. D'ailleurs, le tag du following sibling, eh bien, vous voyez que c'est le A. Je vais vous mettre une grosse flèche rouge juste à côté, histoire qu'on voit bien. Et simplement, on va revenir là-dessus et on va mettre A à la place. Et voici notre XPath. On va simplement le vérifier pour voir s'il fonctionne bel et bien. Pour ça, je recommande toujours l'extension Google Chrome XPath Helper. Je copie-colle et on voit que le résultat, eh bien, ça nous mène à la page 2. C'est très bien. On va refaire un deuxième test. Je vais cliquer sur la page 3 et je vais remettre la chose et on voit que cette fois-ci, ça nous mène à la page 4. C'est surligné en jaune. Maintenant qu'on a notre XPath, on va pouvoir scraper les données sur Octoparse. Alors comme d'habitude, on va faire un copier-coller du lien
Et une fois qu'on est sur Octoparse, on le colle et on clique sur Start. Alors sur Octoparse, ce n'est pas le cas de tous les outils de web scrapping, mais on va devoir commencer par la pagination. Alors pour ça, on va cliquer sur le bouton 1 et on va faire une loop click single element. De telle sorte qu'on va créer notre pagination et du coup qu'on va devoir la modifier. Alors on va mettre un Ajax, s'il nous demande un Ajax, je vais mettre un Ajax de 10 secondes. Et là, on va devoir changer le XPath. Alors, je vais dans les Action Settings et ça, c'est le XPath. On va le supprimer et on va faire un copier-coller de celui qu'on a. On fait un copier-coller, on clique sur OK et voilà. On voit que ça est surligné en rouge le bouton 2. Donc, tout a été fait correctement. Après, comme d'habitude, vous pouvez faire une loop item. Je clique sur les deux, voilà, je fais un loop click each URL. Après, c'est vraiment à votre sauce. Là, je fais ce cas-là pour cette page précise, mais vous scrapez ce que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais scraper le titre. Je vais scraper ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Et on va scraper enfin le prix. Et voilà. Et là, tout simplement, on va cliquer sur Save et on va lancer notre tâche. On clique Run on your device et on n'a plus qu'à attendre. Et voilà ce que ça donne. Je me suis arrêté au bout de à peu près de la 800e ligne. Tout ça pour vous dire que la pagination fonctionne très bien. Eh bien écoutez, on part sur une fin de vidéo. Eh bah ouais, déjà. J'espère surtout que les explications étaient assez claires. À vrai dire, ça fait déjà un petit moment que je voulais la sortir cette vidéo parlant du XPath et d'Octoparse. Je suis content de l'avoir fait. Vous pouvez bien évidemment me mettre des remarques ou alors me mettre un petit like, vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Ça aide au référencement, qu'est-ce que tu crois? Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.